Ils étaient convaincus que leur char était invincible. Le type 95 Hago s'était prouvé contre les forces chinoises, contre les blindés soviétiques à Khalkhin-Gol et dans les victoires éclairs à travers la Malaisie et les Philippines. Les équipages de chars japonais croyaient que leurs chars légers représentaient l'apogée de la conception de la guerre blindée, parfaitement adaptée aux jungles et aux îles du Pacifique. Ils avaient écrasé tous les ennemis qu'ils avaient rencontrés. Ils avaient tort. L'histoire de comment ils ont découvert cela ne commence pas par une défaite, mais par une confiance née de années de succès. Le Hago n'était pas un accident de conception, c'était le produit d'une planification militaire minutieuse qui a commencé en 1933, lorsque l'armée impériale japonaise a reconnu un vide critique dans ses forces blindées. Le char moyen, type 89, cheval de bataille du Japon, ne pouvait atteindre que 15 000 par heure, environ 24 km par heure. C'était adéquat pour soutenir l'infanterie au pas, mais totalement inadéquat pour la guerre mécanisée que l'armée envisageait. Les planificateurs militaires japonais avaient observé avec intérêt que d'autres nations développaient des forces blindées plus rapides et plus mobiles. Ils voulaient un char qui pourrait suivre l'infanterie motorisée se déplaçant à 40 000 par heure, environ 64 km par heure, par camion, qui pourrait naviguer le terrain de la Mandchourie et de la Chine, et qui pourrait être produit en quantité que leur base industrielle pourrait soutenir. Le bureau technique de l'armée a émis les spécifications en juillet 1933. Le nouveau char pèserait approximativement 7 tonnes, montrait un canon de 37 mm, atteindrait des vitesses de 40 km par heure et aurait un blindage suffisant pour résister aux tirs de fusils et de mitrailleuses. Le plus important, il serait simple à fabriquer et à entretenir. Mitsubishi Heavy Industries a reçu le contrat. L'ingénieur Tomio Hara, qui s'était déjà fait un nom en concevant le type 89, a relevé le défi. Son innovation la plus notable fut le système de suspension à levier coudé, Bell Crank, une conception simple mais efficace qui deviendrait standard sur les chars japonais pour la décennie suivante. En juin 1934, Mitsubishi avait complété le premier prototype. Le prototype impressionna les observateurs militaires durant les essais sur le terrain menés en Mandchourie et sur les terrains d'expérimentation au Japon. Il était rapide, atteignant 45 km par heure sur route pavée et maintenant 25 à 30 km par heure en tout terrain. Il était maniable, avec un rayon de virage qui semblait impossible pour un véhicule chenillé de sa taille. La suspension Hago, avec sa conception distinctive à levier coudé, absorbait bien les chocs et permettait au char de traverser un terrain accidenté qui aurait arrêté d'autres véhicules. Et il était mécaniquement fiable, utilisant un moteur diesel Mitsubishi 6 cylindres refroidi par air qui produisait 120 chevaux à 1800 tours par minute. Le moteur diesel était un point de fierté particulier pour les ingénieurs japonais, rendant le char moins vulnérable aux incendies que les véhicules à essence. Le carburant diesel était aussi plus facilement disponible dans l'Empire japonais, particulièrement dans des régions comme la Mandchourie et l'Asie du Sud-Est, où les approvisionnements en essence étaient limités. Le moteur pouvait fonctionner pendant 8 à 10 heures sur sa capacité de carburant interne de 34 gallons, environ 129 litres, donnant au char un rayon d'action approximatif de 130 miles, environ 209 km sur route. Les essais révélèrent quelques problèmes. La suspension avait une tendance à tanguer violemment sur un terrain accidenté, rendant la visée en mouvement presque impossible et causant de la fatigue à l'équipage. Les ingénieurs ont résolu cela en ajoutant des entretoises pour connecter les paires de bogies, créant ce qui est devenu connu sous le nom de suspension mandchourienne. La modification a aidé, mais n'a pas complètement éliminé la conduite brutale qui caractériserait le Hago tout au long de sa carrière. En 1935, lors d'une réunion au bureau technique de l'armée, le type 95 fut formellement présenté comme le char principal potentiel pour les unités d'infanterie mécanisées. Les représentants de l'infanterie avaient des inquiétudes. Ils argumentèrent que 12 mm de blindage était insuffisant pour un char qui soutiendrait des assauts d'infanterie contre des positions fortifiées. Les représentants de la cavalerie rétorquèrent que la vitesse et la mobilité améliorées compensaient le blindage fin et que la puissance de feu du char était adéquate pour son rôle prévu.
Après un débat considérable, l'infanterie accepta le design, le char léger. Type 95 Hago fut officiellement adopté. La désignation venait du calendrier impérial japonais, marquant la 2595e année depuis la fondation légendaire du Japon. Seuls les 2 derniers chiffres étaient utilisés dans le numéro de type. La production commença dans les installations de Mitsubishi en 1936. Le Hago était en effet un petit char. Il mesurait juste 4,38 m de long, 2,6 m de large et 2,13 m de haut. En mesures américaines, c'était 14 pieds et 4 pouces de long, 6 pieds et 9 pouces de large, et juste sous 7 pieds de haut. Un homme de taille moyenne pouvait voir par-dessus la tourelle. Le poids était de 7,4 tonnes pour le char de base, atteignant 8,1 tonnes quand il était chargé avec l'équipage, le carburant et les munitions. Le blindage était fin par n'importe quel standard. 12 mm à ses points les plus épais sur la tourelle et la coque supérieure, 9 mm sur le toit et le plancher, 6 mm dans certaines zones moins critiques. Les concepteurs japonais avaient calculé que c'était suffisant pour arrêter les balles de fusil et de mitrailleuses aux distances de combat. Ils concevaient pour les ennemis qu'ils s'attendaient à combattre, les forces chinoises avec des capacités anti-chars limitées et les chars légers soviétiques. À l'intérieur, le char était exigu. L'équipage consistait en 3 hommes. Le conducteur s'asseyait à l'avant gauche de la coque avec une vision limitée à travers un petit hublot et un périscope. Un mitrailleur de coque s'asseyait à la droite du conducteur, opérant une mitrailleuse type 97 de 7,7 mm montée sur une rotule. Le commandant occupait la tourelle seul, debout sur le plancher de la coque sans panier de tourelle sous ses pieds. Ce commandant avait peut-être le travail le plus difficile dans l'armée impériale japonaise. Il devait commander le char, diriger le conducteur et communiquer avec les autres chars quand la radio était disponible. Seulement un char sur 4 avait un poste radio, laissant les autres suivre les signaux visuels. Il devait opérer le canon principal, un canon type 94 de 37 mm, capable de tirer à la fois des obus hautement explosifs et perforants. Il devait charger ce canon, une tâche physique rendue difficile par l'espace confiné et le besoin de se tenir debout pour le faire. Et il devait opérer une seconde mitrailleuse montée à l'arrière de la tourelle, faisant face à l'arrière droit à peu près à la position de 5 heures. Les tankistes américains, qui ont plus tard examiné des Hago capturés, s'émerveillèrent que quiconque puisse fonctionner efficacement dans de telles conditions. Le commandant japonais n'avait pas de siège dans la tourelle. Il se tenait debout tout au long du combat, sa tête et ses épaules exposées s'il ouvrait le hublot pour une meilleure vision, ou confiné dans un petit espace avec une visibilité minimale s'il le fermait. La tourelle tournait par manivelle manuelle, requérant un effort physique significatif. Il y avait à peine de la place pour bouger, sans parler de se battre efficacement. Mais dans son rôle prévu contre les opposants pour lesquels il était conçu, le Hago performait bien, très bien en effet. Le char a vu sa première action significative en Chine à partir de 1937 contre des forces chinoises qui n'avaient virtuellement aucun blindage et des armes anti-chars limitées. Le Hago fut dévastateur. Son canon de 37 mm pouvait détruire les fortifications et supprimer l'infanterie. Ses mitrailleuses fauchaient les troupes à découvert. Sa mobilité lui permettait d'exploiter les percées et de poursuivre les forces en retraite. Les équipages de chars japonais ont gagné de l'expérience au combat et de la confiance. Ils ont appris leur métier dans un environnement où leurs chars étaient clairement supérieurs à tout ce qu'ils affrontaient. Ce succès a engendré une supposition dangereuse que le Hago était un char véritablement capable plutôt qu'un véhicule optimisé pour un scénario limité spécifique. La supposition fut testée à Khalkhin-Gol en 1939, où les forces japonaises s'affrontèrent avec l'Union soviétique le long de la frontière mongole. Ici, le Hago fit face à une vraie opposition. Les chars soviétiques BT-5 et BT-7 montaient des canons de 45 mm avec une meilleure pénétration de blindage que le 37 mm japonais. Le blindage soviétique était plus épais, rendant les engagements frontaux difficiles pour le Hago. Les batailles furent brutales.
Le 2 juillet 1939, le 3e régiment de chars japonais, équipé principalement de chars type 95, attaqua les positions soviétiques. L'assaut initial a atteint un certain succès grâce à des tactiques agressives et la surprise. Les chars japonais détruisirent 32 chars soviétiques et capturèrent 35 véhicules blindés. Mais les contre-attaques soviétiques dans les jours suivants révélèrent les vulnérabilités du Hago. Les canons soviétiques pouvaient pénétrer le blindage du Hago à des distances où les canons japonais luttaient pour endommager les chars soviétiques. Vers la fin de la campagne de Khalkhin Gol, le Japon avait perdu des douzaines de chars. Les leçons étaient claires pour quiconque prêtait attention. Le Hago était surclassé par le blindage soviétique moderne. Sa protection fine et son canon relativement faible n'étaient pas adéquats pour le combat char contre des adversaires de pair. Mais ces leçons ne furent pas pleinement absorbées. Le commandement militaire japonais se concentra plutôt sur des améliorations tactiques et l'entraînement de l'équipage plutôt que sur une refonte fondamentale de leurs forces blindées. La guerre en Chine continua, et là, le Hago resta efficace. Quand la guerre éclata à travers le Pacifique, en décembre 1941, les unités de chars japonaises accomplirent des succès remarquables en Malaisie. Les chars Hago naviguèrent un terrain que les commandants britanniques pensaient impossible pour les blinder. Ils se déplacèrent à travers les plantations de caoutchouc et les sentiers de jungle, soutenant l'avance rapide japonaise vers le bas de la péninsule en direction de Singapour. Les forces britanniques, qui n'avaient pas déployé de blindés significatifs en Malaisie, n'étaient pas préparées à cette menace mobile. Aux Philippines, les Hago débarquèrent avec la force d'invasion et soutinrent les opérations d'infanterie japonaises. Le 22 décembre 1941, au nord de Damortis, des chars type 95 engagèrent des chars légers américains M3 Stuart dans ce qui serait enregistré comme la première bataille de chars contre chars impliquant les forces américaines dans le Pacifique. Les deux chars montaient des canons de 37 mm. Le M3 avait un meilleur blindage, 32 mm sur les côtés de la tourelle comparé aux 12 mm du Hago. Mais, à courte distance, dans les combats de jungle, les Japonais obtinrent un certain succès, détruisant un M3 dans l'engagement initial. Ces victoires précoces renforcèrent la confiance japonaise. De leur perspective, le Hago performait exactement comme conçu. Il était mobile, fiable et efficace pour soutenir les opérations d'infanterie à travers des terrains divers. Les équipages de chars faisaient confiance à leurs machines, les commandants comptaient sur leurs blindés, et quand les ordres vinrent pour défendre Saipan, les Japonais amenèrent leurs chars sans questionner leur adéquation. Saipan était différent des batailles qui étaient devenues avant. L'île, dans l'archipel des Mariannes, était stratégiquement vitale, positionnée juste à 1250 miles, environ 2010 km, de Tokyo. Si les Américains capturaient Saipan, leurs bombardiers B-29 seraient à portée des îles japonaises. Les leaders de l'Empire le savaient. Ils fortifièrent Saipan avec approximativement 30 000 troupes, presque le double de ce que le renseignement américain estimait. Parmi les défenseurs se trouvait le 9e régiment de chars, commandé par le colonel Takashi Goto. Le régiment était équipé de 44 chars, un mélange de chars type 95 Hago et des chars moyens, type 97 Shiha, légèrement plus grands. Les Shiha étaient mieux armés avec des canons de 57 mm, mais partageaient le blindage fin qui caractérisait le design des chars japonais. Ces chars représentaient une force blindée significative selon les standards du Pacifique, certainement la plus grande que les Américains avaient affrontée jusqu'alors. Les Américains commencèrent leur assaut le 15 juin 1944. Le vice-amiral Richmond Kelly Turner ordonna à la force de débarquement de prendre terre à 5h42. Vers 7h, les barges de débarquement se déplaçaient vers les plages. À 8h40, la première vague toucha le rivage. Les 2e et 4e divisions de Marines débarquèrent sur les plages occidentales de Saipan sous de lourds tirs d'artillerie japonaise et de mortiers positionnés sur les hauteurs surplombant les zones de débarquement. Les Marines se battirent pour avancer vers l'intérieur des terres contre une résistance féroce. À la nuit tombante du 15, 20 000 troupes de combat américaines étaient à terre. L'équipement et les fournitures déferlèrent sur les plages.
Parmi l'équipement se trouvaient des chars moyens M4 Sherman débarquant des navires LST et se déplaçant vers l'avant pour soutenir l'infanterie. Les Marines établirent une tête de pont, mais elle n'était pas encore sécurisée. L'artillerie japonaise pouvait encore atteindre les plages. Les contre-attaques continuèrent à travers la nuit. Le 16 juin, les Marines consolidèrent leur position et commencèrent à pousser vers l'intérieur des terres. La 2e division de Marines travailla à fermer les brèches dans la ligne, tandis que la 4e division de Marines dégagea les zones autour du terrain clé. Le général Holland Smith, commandant la force d'assaut, engagea ses réserves, amenant des éléments de la 27e division d'infanterie à terre pour renforcer la tête de pont. Le lieutenant-général Yoshitsugu Saito, commandant les forces japonaises sur Saipan, reconnut la situation critique. Si les Américains consolidaient leur tête de pont et amenaient leur pleine puissance de combat à terre, les déloger deviendraient impossibles. Ils devaient frapper avant qu'ils ne soient pleinement préparés. Saito émit des ordres pour une contre-attaque majeure utilisant les atouts les plus puissants de l'île, l'infanterie du 136e régiment et les chars du 9e régiment de chars. L'ordre d'attaque était spécifique. L'infanterie assaillirait les positions américaines autour de l'aérodrome de Garapan. L'unité de chars avancerait au sud-ouest de la colline 164,6, se déplaçant après le début de l'attaque d'infanterie. Les chars chargeraient la station de transmission et jetteraient l'ennemi dans le désordre avant que l'infanterie ne pénètre le secteur. C'était un plan ambitieux requérant de la coordination entre l'infanterie et les blindés dans une attaque de nuit à travers un terrain difficile. Le colonel Goto rassembla ses équipages de chars. Ils effectuèrent les vérifications de maintenance finale sur leurs véhicules. Les équipages chargèrent les munitions, les obus de 37 mm pour les Hago, les obus de 57 mm pour les Chiha. Ils remplirent les réservoirs de carburant, vérifièrent la tension des chenilles, testèrent les radios sur les quelques chars qui en avaient. Les équipages étaient confiants. Beaucoup avaient de l'expérience au combat de Chine ou de campagnes du Pacifique antérieures. Ils faisaient confiance à leurs machines et à leur tactique. Dans l'obscurité pré-aube du 17 juin, la colonne de chars japonais se mit en mouvement. Les moteurs diesel toussèrent pour prendre vie, leur son distinctif faisant écho à travers le paysage pré-aube. Les chenilles cliquetèrent, alors que les chars se formaient et commencèrent leur approche vers les lignes américaines. À l'intérieur de chaque véhicule exigu, les équipages sentaient la vibration et le bruit familier de leurs chars en mouvement. Les commandants se tenaient dans leurs tourelles, essayant de voir à travers l'obscurité, coordonnant le mouvement par des signaux visuels. Les Américains les entendirent venir. Les sentinelles des Marines sur le périmètre rapportèrent des bruits de moteurs venant du nord. Les officiers crièrent des ordres. Les hommes attrapèrent leurs armes et se déplacèrent vers les positions défensives. Les équipages de canons anti-chars pivotèrent leurs canons de 37 mm M3 vers les sons approchants. Les équipages de chars Sherman, qui s'étaient accouchés près de leurs véhicules, montèrent à bord et démarrèrent les moteurs. Les équipes de mitrailleuses vérifièrent leurs armes et leurs munitions. À 3h30, l'attaque japonaise commença sérieusement. 44 chars, la plus grande formation blindée y est engagée par le Japon dans le Pacifique, avancèrent vers les positions de la 2e division de Marines. Certains chars transportaient de l'infanterie, s'accrochant aux coques, une tactique dangereuse mais parfois efficace. La formation se déplaça à travers l'obscurité, guidée par les chars de tête et suivant le terrain vers leurs objectifs. Les fusiliers Marines les virent en premier comme des formes sombres émergeant de la pénombre pré-aube. Puis vint le son distinctif des moteurs diesel à plein régime, les chenilles projetant de la terre et de la poussière, le claquement des roues de bogie et le grincement de l'acier sur l'acier. Les tankistes japonais pouvaient voir les Marines dans leur position, pouvaient voir la ligne défensive devant eux. Certains commandants ouvrirent le feu avec leurs mitrailleuses de coque balayant le sol devant. D'autres réservèrent leur feu, essayant de se rapprocher avant d'engager. Puis, quelque chose d'inattendu arriva. Quelque chose qui changerait fondamentalement la façon dont les Marines percevaient le blindage japonais pour le reste de la guerre. Les mitrailleurs Marines positionnés dans des trous de renard et derrière un abri ouvrirent le feu avec leurs mitrailleuses lourdes Browning M2.
Ce n'étaient pas les mitrailleuses standards d'infanterie, les armes de calibre 30 qui fournissaient un feu de soutien. C'étaient des armes de calibre 50, des mitrailleuses lourdes conçues pour engager les avions et détruire les véhicules légers. La mitrailleuse lourde, Browning M, 2 de calibre .50, était une arme redoutable, conçue près de la fin de la Première Guerre mondiale et perfectionnée dans les décennies depuis. Elle tirait une munition de 12,7 mm à une vélocité à la bouche dépassant 2900 pieds par seconde, environ 884 mètres par seconde. La charge de munitions standard incluait des balles ordinaires pour un usage général et des balles perforantes spécialement conçues pour vaincre le blindage léger et les fortifications. La variante perforante pouvait pénétrer 23 mm de plaques de blindage en acier trempées superficiellement à 200 mètres. À 500 mètres, elle pouvait encore pénétrer 19 mm. Ce n'étaient pas des nombres théoriques. C'étaient des résultats de tests vérifiés, confirmés par des essais de tir extensifs sur les terrains d'expérimentation de l'ordonnance américaine. Les munitions avaient été conçues pour engager des avions et véhicules légèrement blindés, pas pour vaincre des chars. Mais les mathématiques de la pénétration du blindage sont impitoyables. Le blindage du type 95 Hago était épais de 12 mm à son maximum sur l'avant et les côtés de la tourelle. Sur la coque supérieure, le blindage le plus épais sur tout le véhicule était de 12 mm. Une arithmétique simple révélait le problème. La balle perforante de calibre .50 pouvait pénétrer près du double de cette épaisseur à courte portée. Aux distances où la bataille se déroulait, 200 mètres ou moins, alors que les chars se rapprochaient des positions des Marines, le calibre .50 avait plus qu'assez de puissance de pénétration. Les mitrailleurs Marines ouvrirent le feu. Les balles traçantes arquèrent à travers le champ de bataille en lignes orange-rouge brillantes. Le son était distinctif. Le lourd boum 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 des mitrailleuses de calibre .50 tirant à un rythme soutenu. Les mitrailleurs visaient les chars avançants, certains ne croyant pas entièrement que leurs armes seraient efficaces contre le blindage. Ce qui arriva ensuite choqua les deux côtés. Les balles perforantes de calibre .50 ne firent pas que cabosser les chars. Elles ne ricocheront pas à certains angles. Elles pénétrèrent proprement de manière décisive. À courte portée, certaines balles traversèrent complètement le blindage fin, entrant d'un côté du char et sortant de l'autre. Même à plus longue portée, les balles traversèrent le blindage avec de l'énergie à revendre. À l'intérieur des chars japonais, les équipages vécurent quelque chose de bien pire que la défaite. Ils vécurent une révélation. Le feu de mitrailleuses lourdes n'était pas juste des impacts bruyants sur l'extérieur de la coque. C'était une pénétration, des balles traversant le blindage. Dans l'intérieur exigu d'un Hago, il n'y avait nulle part où se cacher. Une balle qui pénétrait la coque pouvait frapper des composants du moteur, des racks de munitions ou des membres de l'équipage. Le blindage trempé superficiellement conçu pour résister aux tirs de fusil n'offrait aucune protection significative contre les lourdes balles de calibre 50. Un mitrailleur marine tirant avec son arme depuis une position près de l'aérodrome rapporta avoir regardé ces balles traçantes frapper un Hago avançant directement vers lui. Les balles touchèrent la coque avant et il pouvait voir des étincelles à l'intérieur du char à travers les hublots et les écoutilles. Le char continua d'avancer un moment, puis ralentit, puis s'arrêta. De la fumée de moteur s'échappa du capot arrière. L'équipage tenta d'évacuer. 2 hommes émergèrent. Ils furent immédiatement engagés par des tirs de fusil des Marines dans les trous de renard. Un autre mitrailleur positionné avec son arme montée sur un half-track engagea un Hago à approximativement 150 mètres. Il tira une rafale soutenue dans le blindage latéral du char. Le char tourna vers lui, exposant plus de son flanc. Il continua de tirer. Son pourvoyeur nourrit une autre bande de munitions dans l'arme. Il regarda le commandant dans la tourelle s'affaisser vers l'avant, puis tomber. La balle était passée à travers le blindage fin de la tourelle, avait frappé l'homme et avait continué à travers l'autre côté. Le commandant n'a jamais su ce qu'il avait touché. Un troisième marine, maniant un calibre .50 dans une position fixe sur la ligne défensive, engagea de multiples chars alors qu'ils avançaient. Il tira sur le compartiment moteur d'un Hago, visant le capot arrière où se trouvaient les bouches d'aération de refroidissement. Ces balles pénétrèrent le blindage fin de 6 mm couvrant le moteur.
Le moteur diesel, ses cylindres ouverts par les impacts de calibre .50, se bloqua. Le char s'arrêta de bouger, devenant une cible stationnaire. L'équipage l'abandonna, courant vers les lignes japonaises à travers une grêle de tirs d'armes légères. Les équipages de chars japonais qui survécurent à l'assaut initial ne pouvaient pas traiter ce qui se passait. Ils s'étaient entraînés pendant des années. Ils avaient combattu en Chine, où les armes ennemies rebondissaient inoffensivement sur leurs blindages. Ils avaient fait face aux fusils antichars soviétiques à Khalkhin Gol et avaient survécu. Leurs chars étaient supposés les protéger. C'était la prémisse fondamentale de la guerre blindée. Le blindage du char gardait l'équipage en vie pendant qu'ils engageaient de l'ennemi avec une puissance de feu supérieure. Mais les mitrailleuses américaines vainquaient leur blindage. Pas des canons anti-chars tirant de gros projectiles de calibre, pas de l'artillerie, pas même les canons massifs de 75 mm sur les chars Sherman qu'ils pouvaient voir se déplacer en position. Des mitrailleuses, des armes de soutien d'infanterie, des armes qui étaient montées sur des jeeps, sur des half-track, sur chaque véhicule dans l'arsenal américain. La réalisation fut dévastatrice. Si les mitrailleuses pouvaient pénétrer leurs chars, quelle chance avaient-ils ? Un officier de char japonais, plus tard capturé après que son char fut mis hors de combat, dit aux interrogateurs américains que sa première pensée fut que les Américains devaient avoir développé une nouvelle arme secrète, une munition avancée ou un canon spécial qui ressemblait à une mitrailleuse standard, mais qui tirait des projectiles exotiques. Il ne pouvait simplement pas accepter qu'une mitrailleuse lourde conventionnelle puisse vaincre un char. Dans toute son expérience de combat, de l'entraînement en Mandchourie aux combats en Chine, les tirs d'armes légères avaient toujours été inefficaces contre le blindage. Les balles faisaient du bruit à l'extérieur, elles ne traversaient pas, mais la Browning M2 était dans une catégorie entièrement différente de tout ce que les Japonais avaient rencontré auparavant. Avec ses balles perforantes, elle avait suffisamment d'énergie et de puissance de pénétration pour vaincre un blindage de 12 mm à n'importe quelle distance où un mitrailleur pouvait engager une cible avec précision. Et les Marines avaient de ces armes partout. C'était un équipement standard à travers toute l'armée américaine. Alors que l'attaque de chars japonais faiblissait sous ce feu inattendu, les chars Sherman avancèrent pour engager. Le contraste était frappant. Là où le Hago pesait 7,4 tonnes, le M4A2 Sherman, le variant utilisé par les Marines à Saipan, pesait 31,8 tonnes. Là où le Hago avait 12 mm de blindage, le Sherman avait 51 mm sur la coque frontale, inclinée à 56 degrés pour fournir une protection efficace, équivalente à approximativement 75 mm contre les tirs anti-chars. Le Sherman montait un canon de 75 mm comme armement principal. Ce canon pouvait pénétrer le blindage du Hago depuis plus d'1 mile, 1,6 km de distance. Quand les Sherman ouvrirent le feu sur les chars japonais, l'issue était prédéterminée. Les obus perforants de 75 mm frappèrent les Hago et Shiha avec un effet dévastateur. Les chars furent soufflés, les tourelles furent arrachées des coques, les munitions détonèrent à l'intérieur des compartiments de l'équipage. Les chars japonais qui ripostèrent trouvèrent leurs obus de 37 mm et 57 mm complètement inefficaces contre le blindage frontal du Sherman. Les obus ricocheront ou créèrent de petits cabossements sans pénétrer. Un commandant de char japonais, dont le Hago fut mis hors de combat par des tirs de calibre 50, mais dont la tourelle pouvait encore pivoter, tenta d'engager un Sherman à courte portée. Il ordonna à son tireur de faire feu. Le canon de 37 mm tira son obus perforant. Le projectile frappa la face de la tourelle du Sherman. Il y eut un éclair à l'impact. Le Sherman ne ralentit même pas. Il continua à faire pivoter sa tourelle avec une précision mécanique, visa et tira un seul obus de 75 mm. Le Hago explosa. La bataille évolua en ce qu'un officier marine décrivit plus tard comme un asile de fous du bruit, des traçantes et des lumières clignotantes. Des chars désactivés brûlèrent, illuminant d'autres chars essayant encore d'avancer. L'infanterie qui avait été transportée sur les chars se dispersa, cherchant un abri dans des trous d'obus et des fossés de drainage. Certaines infanteries japonaises atteignirent les lignes des Marines, combattant des batailles désespérées à courte portée dans et autour des positions américaines.
L'infanterie marine, tapie dans ses trous de renard, se retrouva avec des chars japonais passant directement au-dessus d'eux. Un marine rapporta plus tard qu'un Hago fuyant de l'huile l'aspergea abondamment alors qu'il passait au-dessus de sa position. Il resta immobile jusqu'à ce qu'il s'éloigne, puis émergea et lança une grenade thermite dans le compartiment moteur alors que le char passait. Le char commença à brûler de l'intérieur. Un autre marine, se tenant bas dans son trou de renard, alors qu'un char roulait au-dessus de lui, sailla après son passage et coinça une bûche de noix de coco dans les roues de bogie. Le char tourna sur place, les chenilles projetant de la terre, incapable d'avancer. Quand le commandant de char, confus, ouvrit son hublot de tourelle pour voir ce qui n'allait pas, le marine sauta sur le char et laissa tomber une grenade thermite dans la tourelle ouverte. Le char explosa à cause des incendies internes, enflammant toutes les munitions. Vers le milieu de la matinée du 17 juin, la contre-attaque japonaise était terminée. 31 chars japonais détruits jonchèrent le champ de bataille, comptés par les Marines, marchant à travers la zone après l'arrêt des combats. Certaines sources suggèrent qu'autant que 35 chars furent détruits, en incluant ceux mis hors de combat par des tirs d'artillerie au-delà de la zone de bataille immédiate. Peut-être 1 millier de soldats japonais étaient morts, incluant beaucoup des équipages de chars et de l'infanterie qui avaient avancé avec eux. Pour les Marines, la victoire était significative mais sinistre. Ils avaient arrêté un assaut blindé majeur, mais le coup avait été substantiel. Le commandant de la 2e division de Marines reconnut plus tard que si l'attaque japonaise avait réussi, elle aurait été fatale à l'efficacité au combat de la division. La bataille avait été serrée, décidée autant par la puissance de feu américaine et les erreurs tactiques japonaises que par une supériorité écrasante. Mais pour les Marines marchant parmi les chars détruits après coup, examinant les véhicules de près, une vérité différente émergea. Les chars japonais n'étaient pas les machines de guerre redoutables qu'ils avaient attendues. Un officier marine appela ses hommes pour regarder un Hago détruit. Il pointa les trous dans le blindage. C'étaient des pénétrations propres, rondes, où les balles de calibre 50 avaient traversé. Les trous de sortie de l'autre côté étaient légèrement plus grands, au bord déchiré, où les balles avaient déchiré après avoir traversé l'intérieur. Vous pouviez mettre votre poing à travers certains des trous. À l'intérieur du char détruit, la scène était pire. L'intérieur exigu montrait des signes de multiples pénétrations. La position du commandant dans la tourelle n'avait aucune caractéristique protectrice, aucun blindage qui arrêterait les tirs de mitrailleuses lourdes. La rotation manuelle de la tourelle consistait en une simple manivelle manuelle. Les contrôles du canon étaient rudimentaires. Il n'y avait presque pas d'espace pour bouger. La position du mitrailleur de coque était un petit réduit avec une visibilité minimale. Le conducteur avait un périscope rudimentaire et un petit hublot de vision. Tout était exigu, brut selon les standards américains, et totalement vulnérable aux tirs de calibre 50. Les Marines qui avaient combattu à Guadalcanal 2 ans plus tôt se souvinrent avoir vu des Hago là-bas. À l'époque, avec les Marines équipés principalement d'armes légères et sans soutien blindé propre, les chars japonais avaient semblé menaçants. Mais maintenant, avec un équipement approprié, avec des armes lourdes et leur propre blindage, le Hago ressemblait exactement à ce qu'il était. Un char léger du milieu des années 1930, adéquat pour ses paramètres de conception originaux, totalement inadéquat pour la guerre industrielle moderne contre un adversaire de pair. L'impact psychologique sur les équipages de chars japonais survivants fut profond. Ceux qui furent capturés, dont les chars désactivés ne leur laissèrent pas d'autre choix que de se rendre, durent lutter avec des vérités inconfortables. Leurs chars n'étaient pas seulement surclassés, ils étaient obsolètes. L'équipement auquel ils avaient fait confiance pour leur vie n'offrait aucune protection contre les armes que les Américains utilisaient comme soutien d'infanterie standard. Les officiers du renseignement interrogeant les prisonniers notèrent un schéma constant dans leurs réponses. Les tankistes japonais exprimèrent un choc face à la puissance de feu américaine. Ils parlèrent de la quantité et de la qualité de l'équipement américain. Ils mentionnèrent l'abondance décontractée de munitions et de fournitures qu'ils avaient témoignées. Beaucoup exprimèrent des sentiments de trahison que leur propre leader les ait envoyés au combat avec un équipement inadéquat, tout en leur disant qu'ils avaient une parité technologique.
Un vétéran commandant de chars qui avait combattu en Chine depuis 1937 dit aux interrogateurs qu'il avait cru que le Japon gagnerait la guerre grâce à un esprit de combat supérieur et un dévouement à l'empereur. Après Saipan, après avoir vu son char pénétré par des tirs de mitrailleuse, après avoir regardé un Sherman américain repousser les tirs anti-chars japonais, il sut que l'esprit ne pouvait pas surmonter les désavantages matériels. L'entraînement et le courage ne signifiaient rien quand votre équipement était fondamentalement inadéquat. Ces rapports furent compilés, analysés et renvoyés au commandant à travers le Pacifique. Les leçons apprises à Saipan informaient les tactiques des Marines pour le reste de la guerre. Les chars japonais n'étaient pas une menace sérieuse. Les armes lourdes d'infanterie standard, particulièrement la mitrailleuse de calibre .50, étaient efficaces contre eux. Combinés avec des bazookas, des canons anti-chars de 37 mm et des chars Sherman, les Marines avaient une puissance de feu écrasante contre le blindage japonais. Le mot se répandit rapidement à travers les rangs des Marines. Vous n'aviez pas besoin d'armes anti-chars spécialisées pour engager un char japonais. Votre mitrailleuse de calibre .50 ferait le travail. Cette connaissance changea la façon dont les Marines abordèrent les batailles d'îles suivantes. La peur qui venait avec l'affrontement de blindés, l'inquiétude concernant les chars perçant les lignes d'infanterie, s'évapora. Le blindage japonais devint juste une autre cible, et pas particulièrement dangereuse. La bataille de Saipan continua pendant des semaines après l'échec de l'attaque de chars. Les Marines et les troupes de l'armée se battirent à travers l'île contre une résistance japonaise féroce. Le terrain était brutal, allant de champs de canne à sucre plat, à des marécages, à des falaises volcaniques, au mont Taposho, qui s'élevait à 1554 pieds, 474 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Les combats dans les grottes, les ravins et les gorges consumèrent les hommes et les munitions. L'île fut déclarée sécurisée le 9 juillet 1944. La victoire à Saipan eut des conséquences stratégiques qui atteignirent bien au-delà de l'île. Avec les Mariannes entre les mains américaines, les bombardiers B-29 pouvaient atteindre Tokyo. L'impact psychologique sur le commandement japonais fut sévère. L'empereur Hirohito reconnut que le contrôle américain de Saipan signifiait que Tokyo serait bombardé. Le premier ministre Hideki Tojo démissionna le 18 juillet. Pour la première fois, les médias japonais admirent que la guerre se passait mal. La perte ébranla la confiance du Japon dans une victoire ultime. Pour les équipages de chars japonais à travers le Pacifique, Saipan fut un tournant. Le mot de la bataille se répandit à travers les canaux militaires. Les unités de chars sur d'autres îles entendirent ce qui était arrivé. Ils surent que leur équipement était inadéquat. Ils surent que les armes américaines pouvaient pénétrer leur blindage, mais il n'y avait rien qu'ils puissent y faire. Les chars qu'ils avaient étaient les seuls chars que le Japon pouvait fournir. La capacité industrielle du Japon ne pouvait tout simplement pas produire de chars modernes en nombre significatif. Les usines de la nation étaient tendues par des années de guerre. Les ressources étaient limitées avec les sous-marins américains coupant l'accès aux matières premières d'Asie du Sud-Est. Les priorités stratégiques se concentraient sur la production d'avions pour les attaques kamikazes et sur l'artillerie de défense côtière pour l'invasion anticipée des îles natales. Les chars étaient une faible priorité. Les ingénieurs japonais avaient conçu de meilleurs chars, le type 3 Chinu montant un canon de 75 mm, le type 4 Chito avec un armement encore plus lourd. Mais ceux-ci existaient principalement comme prototypes et de petites séries de production. Seulement 166 Chinu furent construits durant toute la guerre. 2 Chito, aucun ne vit le combat. Ils étaient sauvés pour la défense du Japon lui-même, jamais envoyés sur les champs de bataille des îles où ils auraient pu faire une différence. Pendant ce temps, la capacité de production américaine était presque incompréhensible selon les standards japonais. L'arsenal de Détroit, Detroit Tank Arsenal, construit par la Chrysler Corporation, était une installation spécialement conçue dédiée à la production de chars. En décembre 1942 seuls, les 5000 travailleurs de l'arsenal produisirent 97 chars Sherman. C'était plus de chars en un seul mois que le Japon n'en produisait dans une année entière. L'arsenal n'était pas seul dans cette réalisation de production remarquable. L'arsenal Fisher Tank Arsenal, construit à Grand Blanc,
Michigan, était une autre installation financée par le gouvernement opérée par la division Fisher Body de General Motors. Fisher produisit plus de 11 000 Sherman dans de multiples variantes, en faisant l'un des producteurs au plus haut volume. Comme l'Arsenal de Détroit, Fisher pouvait produire des centaines de chars par mois quand il opérait à capacité maximale. L'American Locomotive Company, à Schenectady, New York, se convertit de la production de locomotives pour construire 2300 chars Sherman. Baldwin Locomotive Works, à Philadelphie, produisit plus de 1200 chars tout en maintenant la production de locomotives pour l'effort de guerre. Lima Locomotive Works, dans l'Ohio, construisit le premier Sherman de production M4A1, un char nommé Michael, qui fut expédié en Angleterre et réside toujours au Bovington Tank Museum. Lima produisit 1655 chars avant de retourner à la production de locomotives à plein temps. Pacific Car and Foundry, dans l'État de Washington, Prest Steel Car Company en Pennsylvanie, Pullman Standard Manufacturing dans l'Illinois et Federal Machine and Welder dans l'Ohio, tous contribuèrent à la production de Sherman. 10 fabricants majeurs, plus d'innombrables sous-traitants produisant des composants, des chenilles, des moteurs, des radios, des optiques et des armes. La mobilisation industrielle était sans précédent dans l'histoire humaine. L'Arsenal de Détroit lui-même était une merveille de l'ingénierie de production moderne. Construit sur 567 acres, environ 229 hectares, à Warren, Michigan, l'installation couvrait plus d'1 500 000 pieds carrés, environ 139 000 mètres carrés d'espace de production. Les lignes d'assemblage serpentaient à travers le bâtiment sur des miles, kilomètres. Des grues massives pouvaient soulever des coques de chars complètes et les déplacer entre les postes de travail. L'usine opérait 3 équipes, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les travailleurs incluaient des hommes qui avaient été des ouvriers automobiles avant la guerre, apportant leur expertise manufacturière à la production de chars. Mais ils incluaient aussi des milliers de femmes, beaucoup n'ayant jamais travaillé dans l'industrie lourde auparavant. Ces femmes, souvent appelées Rosie the Riveter, soudaient les plaques de blindage, assemblèrent les tourelles, installèrent les moteurs et effectuaient chaque travail dans l'usine, sauf les tâches de levage les plus lourdes. Elles prouvèrent que la capacité industrielle de la nation pouvait être multipliée en exploitant une main-d'œuvre qui avait été largement exclue de la fabrication lourde en temps de paix. Au moment où la production s'arrêta en juin 1945, les usines américaines avaient construit 49 234 chars Sherman. Le Japon produisit approximativement 2300 Hago sur toute la durée de la guerre de 1936 à 1943, quand la production cessa. Le ratio était de plus de 20 pour 1. Mais même cela sous-estime la disparité parce que les chars américains étaient bien plus capables individuellement que leurs contreparties japonaises. Les chars Sherman pesaient 30 à 35 tonnes, selon la variante. Ils avaient un blindage allant de 51 mm sur la coque avant à 76 mm sur le mantelet de tourelle. Ils transportaient des équipages de 5 hommes avec des positions dédiées pour chaque rôle. Ils avaient des canons gyrostabilisés qui permettaient de tirer en mouvement. Ils avaient un équipement radio dans chaque char, permettant des opérations coordonnées. Ils étaient fiables avec des chenilles qui duraient 2500 miles, environ 4000 km, comparé à 500 miles, environ 800 km, pour les chars allemands et peut-être 1000 miles, environ 1600 km, pour les chars japonais. Le Sherman n'était pas le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. Il était surpassé en puissance de feu par les Tigres et Panthers allemands, mais il était assez bon et il était disponible en nombres écrasants. Dans le théâtre du Pacifique, où il faisait face à des chars japonais conçus au milieu des années 1930, le Sherman était plus qu'adéquat. Il était supérieur de manière écrasante. Pour les équipages de chars japonais sur les îles suivantes, le schéma établi à Saipan se répéta. Sur Tinian en juillet 1944, 7 type 95 furent détruits dans des contre-attaques contre les positions des Marines. Sur Peleliu, en septembre 1944, les chars japonais furent enterrés dans des grottes et utilisés comme casemates stationnaires, reconnaissant qu'ils n'avaient aucune chance dans la guerre mobile. Sur Iwo Jima, en février 1945,
Le 26e régiment de chars du colonel Takeichi Nishi enterra leurs chars dans la cendre volcanique jusqu'aux tourelles, les utilisant comme bunkers blindés parce que les chars fournissaient plus de protection quand ils étaient stationnaires que quand ils bougeaient. Même utilisés comme position défensive statique, les chars étaient invulnérables. Les mitrailleuses de calibre .50 pouvaient encore pénétrer le blindage de la tourelle. Les chars lance-flammes pouvaient diriger du napalm dans les hublots ouverts et les ports de vision, cuisant les équipages vivants à l'intérieur de leur cercueil d'acier. Les bazookas pouvaient pénétrer le blindage fin de n'importe quel angle. Le Hago, autrefois un symbole de la puissance blindée japonaise, était devenu un piège mortel pour ces équipages. Sur Okinawa, la dernière bataille majeure de la guerre du Pacifique, les Japonais engagèrent le 27e régiment de chars à la défense. Le régiment avait 13 types 95 Hago et 14 chars moyens, type 97 Chiha, 27 chars au total. Les Américains débarquèrent avec plus de 800 chars. La disparité numérique était de 30 pour 1. La disparité qualitative était encore plus grande. Les 4 et 5 mai 1945, les Japonais lancèrent une contre-offensive majeure conçue pour chasser les Américains de l'île. Les unités de chars furent engagées pour soutenir l'assaut d'infanterie. L'attaque échoua catastrophiquement. La plupart des chars japonais furent détruits en quelques heures, mis hors de combat par une combinaison de chars Sherman, de bazookas, de canons anti-chars de 37 mm, d'artillerie et de mitrailleuses de calibre .50. Les survivants se retirèrent, n'ayant rien accompli sauf ajouter plus de coques détruites au champ de bataille. En août 1945, quand l'Union soviétique déclara la guerre au Japon et envahit la Mandchourie, les unités de chars japonaises dans le nord de la Chine firent face à un autre adversaire technologiquement supérieur. Les chars moyens soviétiques T-34 avec leur blindage incliné et leurs puissants canons de 76 mm surpassaient largement les chars japonais qui leur faisaient face. Dans la bataille de l'île de Chumshu, une partie de la chaîne des Kourils, les chars japonais tentèrent de défendre contre les débarquements amphibies soviétiques. Les Japonais avaient une force mixte d'approximativement 77 chars sur Chumshu, incluant des types 97 et quelques nouveaux chars moyens, type 1 avec seulement 25, type 95. Les Soviétiques utilisèrent des canons anti-chars de 45 mm, des fusils anti-chars et des grenades anti-chars avec un effet dévastateur. Les Japonais perdirent 21 chars en approximativement 2 heures de combat. Les forces soviétiques, expérimentées dans la guerre blindée par des années de combat sur le front de l'Est en Europe, firent un travail rapide des défenseurs japonais. L'expérience des équipages de chars japonais durant la Seconde Guerre mondiale, particulièrement dans les années finales, fut une de réalisation graduelle et accablante. Ce qu'ils avaient cru à propos de leur équipement, à propos de leur chance, à propos de leur capacité à rivaliser avec le blindage allié était fondamentalement erroné. Et le moment de vérité pour beaucoup vint non pas dans un duel de chars épique entre des champions blindés, mais dans la simplicité terrible de regarder les balles de mitrailleuses traverser le blindage qui était supposé les protéger. Pour les Marines qui combattirent à Seppan et les îles suivantes, les leçons étaient différentes, mais également profondes. Ils apprirent que les chars japonais n'étaient pas une menace sérieuse. Ils apprirent qu'un équipement approprié et une puissance de feu écrasante faisaient toute la différence. Ils apprirent que leurs mitrailleuses de calibre .50, avec lesquelles ils s'étaient entraînés et qu'ils avaient entretenues tout au long de leur service, étaient en fait des armes anti-chars efficaces dans le théâtre du Pacifique quand elles engageaient des véhicules japonais légèrement blindés. Il n'y avait aucune gloire dans ces batailles disproportionnées. Les Marines ne se sentaient pas héroïques en tirant sur des chars avec des mitrailleuses et en les regardant brûler. Ils ressentaient un mélange de soulagement, de pitié et de satisfaction sinistre. Soulagement de ne pas avoir à faire face à une opposition blindée sérieuse, le genre que leurs homologues en Europe affrontaient quotidiennement contre les chars allemands. Pitié pour les hommes dans ces chars japonais qui avaient été envoyés pour mourir dans un équipement qui ne leur offrait aucune protection réelle. Satisfaction que leurs armes fonctionnaient, que l'industrie américaine leur avait donné les outils dont ils avaient besoin pour faire leur travail.
Après la fin de la guerre, certains chars Hago survivants furent expédiés aux États-Unis pour un examen détaillé au Aberdeen Proving Ground, dans le Maryland. Les ingénieurs et spécialistes du blindage américain les étudièrent soigneusement sur une période de mois. Ils mesurèrent l'épaisseur du blindage à de multiples points sur la coque et la tourelle, documentant les variations. Coque avant 12 mm, coque latérale 12 mm, coque arrière 10 à 12 mm, tourelle avant 12 mm, tourelle latérale 12 mm, plaque de toit 9 mm, blindage de ventre 6 mm. Ils testèrent la qualité de l'acier en utilisant une analyse métallurgique. Le blindage était trempé superficiellement, un processus qui rendait la surface extérieure plus dure que le noyau intérieur. Cette technique était efficace contre les tirs d'armes légères, faisant éclater les balles plutôt que de pénétrer, mais elle était inefficace contre les plus gros projectiles avec suffisamment d'énergie pour briser la couche extérieure dure et pénétrer l'intérieur plus mou. Ils évaluèrent que l'agencement interne, prenant des mesures et des photographies détaillées. Le compartiment de combat fournissait à peine 50 pieds cubes, environ 1,4 m, d'espace pour le commandant. Il devait se tenir constamment debout, sans siège et sans position de repos. Le diamètre de l'anneau de tourelle était juste de 1200 mm, laissant un espace minimal pour qu'un homme travaille tout en opérant les armes, chargeant les munitions et commandant le char. Les positions de l'équipage étaient exiguës au point d'être claustrophobes. Le conducteur avait un espace d'approximativement 2 pieds de large et 3 pieds de profondeur, environ 0,6 sur 0,9 mètres. Ces contrôles étaient simples, consistant en des leviers de direction, un accélérateur et un levier de vitesse. Sa vision venait d'un petit périscope blindé et d'un hublot de vision directe qui pouvait être ouvert dans des situations de non-combat. Le mitrailleur de coule à côté de lui avait encore moins d'espace, confiné à un petit réduit avec son arme et un stockage de munitions limité. Les tankistes américains qui examinèrent les Hago ne pouvaient pas imaginer se battre dans de telles conditions. Les équipages de Sherman, par comparaison, avaient un compartiment de combat qui fournissait plus de 150 pieds cubes, environ 4,2 mètres cubes d'espace de travail. Chaque membre d'équipage avait une position définie avec un siège approprié. Le commandant avait une coupole avec des blocs de vision tout autour. Le tireur avait une vue télescopique et une rotation motorisée pour la tourelle. Le chargeur avait de l'espace pour bouger et accéder à des racks de munitions correctement organisés. Le conducteur et l'assistant conducteur, appelé le mitrailleur d'étrave dans la nomenclature américaine, avaient un espace adéquat et un équipement de vision. Leurs rapports confirmèrent ce qui avait été appris au combat et ce que les mathématiques avaient prédit. Le Hago était un char léger, convenable pour des opérations contre des opposants mal équipés. Il pouvait fonctionner efficacement dans la guerre coloniale, dans les actions de police, dans la suppression de la résistance, où l'ennemi n'avait pas de capacité anti-char sérieuse. Il n'était pas convenable pour la guerre industrielle moderne contre un adversaire de pair avec des armes appropriées. Toute arme à feu plus puissante qu'un fusil pouvait vaincre son blindage. Les balles perforantes de calibre .50 ne faisaient pas que pénétrer. Elles dominaient complètement le blindage, le traversant avec de l'énergie à revendre. L'agencement interne était exigu au point d'être activement dangereux même sans le feu ennemi. La charge de travail du commandant, gérant toutes les fonctions de la tourelle seule, était irréaliste. Le manque d'équipement radio dans 3 chars sur 4 rendait les opérations coordonnées presque impossibles. La rotation de tourelle à manivelle manuelle était épuisante et lente. L'équipement de vision était rudimentaire, laissant l'équipage largement aveugle à son environnement. Chaque aspect du design reflétait les contraintes auxquelles le Japon faisait face. Une capacité industrielle limitée, une rareté des ressources et une philosophie de design enracinée dans des expériences contre des opposants inférieurs. La comparaison avec les chars américains révéla toute l'étendue des différences de philosophie de conception. Là où le Hago était exigu, le Sherman était relativement spacieux, avec assez de place pour que les membres d'équipage bougent, changent de position si nécessaire et travaillent efficacement même pendant des opérations de combat prolongées. Là où le Hago avait un blindage fin vulnérable aux tirs de mitrailleuses à courte portée, le Sherman résistait aux canons anti-chars dédiés aux distances de combat.
Son blindage frontal de 51 mm incliné à 56 degrés fournissait une protection efficace équivalente à approximativement 75 mm contre les projectiles anti-chars. Là où le Hago avait un équipage de tourelles à une seule personne effectuant de multiples tâches simultanées, le Sherman avait 3 hommes dans la tourelle. Le commandant pouvait se concentrer sur le commandement en utilisant sa coupole avec 6 blocs de vision pour maintenir une conscience situationnelle et diriger l'équipage. Le tireur se concentrait exclusivement sur la visée et le tir du canon principal en utilisant une vue télescopique avec grossissement et un système de rotation motorisé qui pouvait faire pivoter la tourelle rapidement et en douceur. Le chargeur se concentrait sur le maintien d'un taux de tir élevé, extrayant les obus de rack organisés et les chargeant efficacement. Le canon de 75 mm du Sherman avait une vélocité à la bouche d'approximativement 2400 pieds par seconde, environ 730 mètres par seconde, avec des munitions standards, lui donnant une pénétration de blindage efficace contre la plupart des cibles qu'il affronterait dans le Pacifique. Le canon était stabilisé dans l'axe vertical, permettant un tir raisonnablement précis, même pendant que le char se déplaçait, une capacité que le Hago n'avait complètement pas. Le Sherman transportait 97 obus de 75 mm dans des racks protégés, comparé aux 130 obus de 37 mm du Hago stockés librement à travers le compartiment de combat. Les capacités de communication différaient dramatiquement. Chaque Sherman avait une radio, habituellement un set SCR 528 ou SCR 538, permettant la communication char à char et la coordination avec l'infanterie et l'artillerie. Le Hago avait des radios dans seulement un char sur 4, laissant les 3 autres suivre les signaux visuels, un système qui tombait rapidement en panne au combat, quand la fumée, le terrain et l'action ennemie rendaient le contact visuel impossible. L'équipement de vision sur le Sherman incluait des périscopes avec des prismes remplaçables, des hublots de vision directe avec des couvercles blindés et une coupole de commandant qui fournissait une observation tout autour. Le Hago avait des périscopes rudimentaires et de petits hublots de vision qui fournissaient une conscience situationnelle minimale, forçant les commandants à s'exposer en ouvrant les hublots pour voir ce qui se passait autour d'eux. Chaque aspect de la conception, du stockage des munitions, au confort de l'équipage, en passant par l'équipement de contrôle de tir et les systèmes de communication, était meilleur sur le char américain. Mais la différence la plus révélatrice n'était pas dans les chars individuels. Elle était dans les nombres et dans les systèmes industriels qui les produisaient. Les États-Unis avaient construit une économie qui pouvait mener une guerre industrielle à une échelle globale. Des usines qui avaient produit des automobiles produisaient maintenant des chars à des rythmes qui auraient semblé impossibles en temps de paix. Le seul arsenal de Détroit, dans son mois de production de pointe, produisit plus de chars que le Japon n'en produisait dans une année typique. Des femmes qui n'avaient jamais travaillé dans l'industrie lourde soudaient des coques de chars et assemblaient des tourelles. Les ingénieurs amélioraient constamment les conceptions, incorporant les leçons apprises au combat. La chaîne d'approvisionnement livrait les matières premières aux usines et les chars finis au port avec une efficacité d'horlogerie. Les navires marchands transportaient les Sherman à travers les 2 océans vers les champs de bataille en Europe et en Asie. Les unités de maintenance sur le terrain maintenaient les chars opérationnels, cannibalisant les véhicules endommagés pour les pièces de rechange et retournant les chars réparés au combat en quelques jours. Le Japon n'avait jamais construit ce genre de système industriel. Son économie était tendue par des années de guerre en Chine avant même que la guerre du Pacifique ne commence. Ses usines manquaient de l'automatisation et de l'efficacité de production de masse des usines américaines. Son accès aux matières premières, particulièrement après que les sous-marins américains commencèrent à couler le transport maritime, était de plus en plus contraint. La nation qui avait défié la plus grande puissance industrielle du monde découvrait le vrai coût de ce défi avec chaque nouvelle bataille. Pour les équipages de chars japonais sur Seppan, ce matin tôt en juin 1944, et pour chaque tankiste japonais qui combattit dans le Pacifique par la suite, la leçon fut brutale et claire. Ils étaient obsolètes, leur équipement était obsolète, leur tactique développée pour un type de guerre différent contre des opposants différents était obsolète.
Et il n'y avait rien qu'ils puissent y faire, excepté continuer à se battre avec ce qu'ils avaient, sachant que la survie était improbable et la victoire impossible. Les Marines, de l'autre côté, apprirent des leçons différentes, mais également importantes. Ils apprirent que la puissance industrielle compte dans la guerre moderne, qu'avoir un meilleur équipement en plus grande quantité fait une énorme différence, que le courage, l'entraînement et l'esprit de combat, bien qu'importants, ne peuvent pas surmonter des désavantages matériels fondamentaux, que les usines au pays à Détroit, Pittsburgh, Cleveland et des douzaines d'autres villes industrielles étaient aussi importantes pour la victoire que tout ce qui arrivait sur le champ de bataille. Ils apprirent aussi quelque chose de spécifique et immédiatement pratique. Quand vous rencontrez un char japonais Hago, vous n'avez pas besoin d'appeler un soutien anti-char ou des frappes aériennes ou de l'artillerie, bien que tout cela soit disponible si nécessaire. Vous pouvez l'engager vous-même avec votre mitrailleuse de calibre .50. À courte portée sous 200 yards, environ 180 mètres, les balles perforantes pénétreront. Visez le compartiment moteur, les côtés ou la tourelle, les balles traverseront, désactivant le char et tuant ou blessant vraisemblablement l'équipage. L'arme qui était conçue pour abattre des avions et détruire des véhicules légers fonctionne très bien contre le blindage japonais. C'était une petite leçon tactique dans une guerre massive. Mais pour les hommes impliqués, pour les tankistes japonais qui moururent dans leurs machines inadéquates, et pour les Marines qui les détruisirent avec des armes lourdes, c'était un moment de clarté absolue. Ce n'était pas un combat équitable, ce n'était pas un match égal. C'était la guerre industrielle moderne où un côté avait une supériorité matérielle écrasante. L'issue n'a jamais été mise en doute. Les chars Hago sur Saipan et sur chaque autre champ de bataille du Pacifique où ils combattirent représentaient plus que juste un blindage obsolète. Ils représentaient le fossé entre ce dont le Japon avait besoin et ce que le Japon pouvait produire. Ils représentaient la situation impossible à laquelle les soldats japonais faisaient face. Ordonnés de combattre une superpuissance avec un équipement qui n'était jamais conçu pour ce genre de guerre. Il représentait les conséquences de décisions stratégiques prises des années plus tôt, de prioriser la puissance navale et aérienne sur les forces terrestres, de supposer que l'esprit de combat pouvait compenser une infériorité matérielle, de croire que les victoires précoces indiquaient une viabilité à long terme. Quand ces premières balles de calibre .50 traversèrent le blindage du Hago sur Saipan, elles prouvèrent quelque chose qui résonnerait à travers le reste de la guerre du Pacifique et dans l'analyse d'après-guerre de pourquoi le Japon a perdu. Elles prouvèrent que dans la guerre industrielle entre nations modernes, la capacité de production compte, la philosophie de conception compte, l'allocation des ressources compte. Aucune quantité de courage, d'entraînement ou de compétences tactiques ne peut surmonter un désavantage numérique de 10 pour 1 combiné avec des écarts générationnels dans la qualité de l'équipement. Les équipages de chars japonais qui grimpèrent dans leur Hago ce matin de juin 1944 crurent qu'ils allaient au combat avec des machines fiables et capables. Au moment où le soleil se coucha le 17 juin, ceux qui survécurent surent la vérité. Ils avaient été envoyés pour se battre avec un blindage si fin que les balles de mitrailleuses le traversaient de part en part. On leur avait donné un équipement qui était adéquat pour la guerre que le Japon avait prévu de mener dans les années 1930, mais totalement inadéquat pour la guerre dans laquelle le Japon se trouvait engagé dans les années 1940. Et il n'y avait rien qu'ils puissent y faire excepté continuer à servir, continuer à se battre et continuer à mourir dans des machines qui ne pouvaient pas les protéger.